Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. Le sommaire de ce manga vous reste très chargé de qualité bien sûr, avec la découverte d'Akane Banashi. On fera une petite comparaison évidemment avec le Rakugo à la vie à la mort, bien sûr, je l'ai vu nulle part ça. Mais le Rakugo à la vie à la mort, c'est quand même excellent. Un petit moment friandise avec l'ouverture unboxing du coffret 11 de Spy Family. Voilà, j'ai fait une heureuse à la maison. Et le tome 11, donc, on regardera ça de plus près. Le final en 4 tomes de The Common Breed. Une découverte thriller très surprenante, Root End, avec les 3 premiers tomes. J'ai mis la main sur les 3 premiers d'occasion. Et pour conclure, la lecture de Unlucky Young Men. Vous l'avez vu arriver dans l'épisode J'achète vos mangatech de dimanche dernier. On se régale, générique. Allez, on va commencer tout de suite sans plus attendre avec la découverte de Akane Banashi, avec un petit peu en parallèle le Rakugo à la vie, à la mort. Alors le Rakugo, c'est une espèce de one-man show. Vous avez une personne assise, immobile, sur une scène face à une foule, donc du théâtre, mais qui va interpréter, qui va conter une histoire en interprétant différents personnages, et donc différentes personnalités, bougeant, gesticulant, pour vraiment faire en sorte que le spectateur s'imprègne de l'ambiance et imagine la scène face à lui, alors que vous avez une personne, je vous l'ai dit, immobile, assise sur ses genoux. J'ai mal rien que d'y penser. Donc dans Akane Banashi, vous avez notre héroïne Akane, bien décidée à reprendre le flambeau familial et à exercer la pratique du Rakugo pour venger, le mot est un petit peu fort, mais en tout cas pour prouver au milieu que son père, qui avait été banni pour des raisons un petit peu inexplicables, avait vraiment du talent. Donc on va retrouver notre héroïne qui va progressivement, comme ça, s'installer dans le milieu du Rakugo, en étant acceptée, en ayant un maître, en intégrant une sorte d'école, de maison, parce que c'est un vrai art, le Rakugo. Considérez bien que c'est un art traditionnel au Japon. Les Rakugoka, donc ceux qui pratiquent le Rakugo, sont respecter, et que vous avez une vraie pratique. Ça demande beaucoup d'entraînement, ça demande de faire des rencontres, ça demande de faire des concessions, ça demande de l'abnégation, du sérieux, de la rigueur pour progresser et atteindre le niveau, voire réaliser ses rêves. Ça fait très shonen. Eh ben oui, c'est exactement ça. On retrouve tous les codes qui font que ce shonen est un shonen, ou en tout cas ce manga là est prépublié dans un magazine de shonen, donc il est considéré dans la grande famille des shonen, et on retrouve cette énergie, on retrouve cette héroïne qui en plus va de fil en aiguille grandir et donc passer de l'adolescence en fait à l'âge adulte. Donc il y a la quête d'un rêve, il y a la construction identitaire à travers une pratique, à travers un entraînement, à travers des rencontres aussi qui vont faire qu'on va avoir nos meilleurs ennemis, des adversaires redoutables. Alors de façon interposée, de façon indirecte, ce ne sera pas sans rappeler bien sûr par exemple Bakuman ou Showa Shoten par exemple, et vous avez vraiment tout ce qui fait qu'on passe un bon moment de lecture avec ce genre de titre. Le Rakugo avec ce format est un petit peu démocratisé pour que tout le monde puisse le lire, c'est plutôt cool. A l'inverse, vous avez ici un titre un petit peu plus noble, déjà par le format, le caractère un peu plus sérieux du trait, l'absence de cover, là on est chez le Lézard Noir, le dessin en lui-même qui serait peut-être plus rebutant pour ceux qui préfèrent lire des mangas, qui font plus manga si j'ose dire, et vous n'avez pas du tout cette idée de progression, de quête de passage à l'âge adulte, puisque nous avons déjà des adultes, et là au contraire, la pratique du Rakugo pour notre personnage principal, c'est plutôt une rédemption, c'est plutôt pour oublier ses fautes. Donc on a deux salles, deux ambiances, j'ai envie de dire, et pourtant, tout ce qui fait, en tout cas nous, en tant que naïfs et non pratiquants, d'ailleurs on ne connaissait pas du tout le Rakugo, moi avant ce manga-là, je ne savais même pas que ça existait, on le perçoit de la même façon. Il est plutôt bien expliqué, plutôt bien amené. Les codes qu'on va retrouver dans le Rakugo à la vie à la mort sont les mêmes codes qu'on va retrouver dans Akane Banashi, pas forcément amenés de la même façon, ni avec la même dynamique, ni la même fraîcheur, mais n'empêche, on s'y retrouve, c'est cohérent. Dans tous les cas, si vous aimez le Rakugo, les deux sont faits pour vous. Allez, on enchaîne avec une petite gourmandise, l'ouverture de la box du collector de Spy Family 11. Alors, bon, je ne suis pas spécialement goodie, je ne suis pas spécialement gros collector comme ça quand il y a plein de petits trucs à l'intérieur, mais Spy Family, c'est un petit plaisir coupable. Ça fait plaisir à la maison et pas qu'à moi, donc ce petit coffret-là était là plus pour faire plaisir. Donc à l'intérieur, on retrouve le Spy Family 11 version collector, donc avec sa double cover. Donc c'est même pas une cover réversible, pour le coup, c'est vraiment une cover
différente. Bon, manque de bol, elle s'est un peu abîmée dans la box, là, elle est un petit peu pliée. Ouais, c'est pas très grave, hein, c'est le manga qui nous intéresse en soi. À l'intérieur de la box, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a une petite télé là, façon vintage, façon années 60-70, avec un petit écran ici que vous allez pouvoir changer. Ça, c'est assez rigolo, mais bon, c'est pas non plus un ensemble de 10 marque-pages. Je vais vous mettre une grande image, vous verrez tout l'intérieur de la box en détail. Mais enfin voilà les marque-pages. Alors ils ont un toucher plutôt sympathique. Ce qui est agréable, c'est que vous avez une illustration pleine page d'un côté et des cases de manga de l'autre avec quelques situations. Donc ouais, ils sont jolis, ça faut le dire, ils sont jolis. Vous avez bien sûr le roman que je vais sûrement ne jamais lire. Le petit sac pour aller faire les futurs achats. Un petit cale-livre aimanté comme ça qui est plutôt sympa, mais bah, il n'en faudrait pas deux pour caler les livres, des cales-livres. Je sais pas. Bon, je verrai ce que ça donne. L'aniagramme, le fameux aniagramme que vous pouviez retrouver à la Japan Expo en grandeur nature, donc que voici pour faire des photos, incroyable. Et un set de cartes postales Ex Libris, ouais, c'est très brillant, c'est très joli. Alors celles-ci sont plutôt jolies. Regardez, je vous les montre un petit peu. Voilà, et donc la dernière, les fameuses 4 petites cases que vous pouvez retourner dans la boîte en les pliant, ça vous permet d'avoir une image différente à la télé pour changer de chaîne. Bon, c'est un petit peu rigolo, mais on s'en passe volontiers. Une box plutôt sympathique, relativement onéreuse, je vous l'ai dit, c'était plus un petit cadeau pour faire plaisir. Et en plus, avec le vendeur, j'ai eu, je sais pas comment ça s'appelle, ça, mais enfin bon, un petit présentoir comme ça, Spy Family. Le masque incroyable que je ne porterai jamais, enfin moi en tout cas je le porterai jamais. Et puis alors c'est cool, ça on verra pour la déco, je l'ouvrirai un petit peu après. Une guirlande comme ça que vous allez pouvoir accrocher dans une chambre d'enfant par exemple. Ça fait plaisir, je peux vous dire. Bref, Spy Family, vous connaissez le manga, je vous en parle pas, c'était vraiment le petit moment gourmandise, découverte de tout ce collector qui n'empêche, est quand même bien fourni. Allez, on enchaîne maintenant avec le final de The Common Breed. The Common Breed, c'est un manga sorti chez Vega Dupuis, donc format tout à fait classique, un manga de SF avec une histoire qui se passe dans un monde post-apocalyptique et régi par une espèce d'église un peu chelou et une héroïne, la fouilleuse, la fouineuse, qui s'est mis en tête de récupérer du curry et d'en manger, puisque les humains encore en vie ne mangent que la seule nourriture produite par l'église, le fameux Common Breed. On ne sait pas trop ce que c'est, une espèce de pâte sûrement avec les nutriments essentiels. Et puis elle a fait quelques recherches, après les fouilles, après avoir fait quelques découvertes, elle s'est rendue compte, d'ailleurs, il y a quelques moments rigolos d'ailleurs quand il découvre des jeux vidéo et qu'il joue à l'ancienne et tout ça, c'est assez marrant. Il y a cette envie de découvrir de la vraie nourriture, elle est poussée par cette curiosité. Et tout au long de 4 tomes, l'histoire va graviter, va osciller autour de cette fameuse quête. Alors il y a un rapport à la nourriture qui est très sympa parce que ça met l'eau à la bouche en fait, c'est assez rigolo. Mais le manga est un petit peu plus riche que ça, un peu plus malin que ça. Il y a un sacré événement, une sacrée révélation qui se passe au tome 2. Le tome 3 et le tome 4 concluent une histoire plutôt bien pensée, vraiment. C'est assez agréable à suivre. C'est du manga popcorn, c'est en 4 tomes et on sent que le final aura été précipité pour conclure l'histoire selon la volonté éditoriale, donc en 4 tomes, que l'auteur était parti un petit peu plus loin, je pense, dans son raisonnement, qu'il a fallu accélérer. Il y a des gros clins d'œil dans ce manga. Il y a des gros clins d'œil, ça reste une histoire qui est bien ficelée, avec quelques petits côtés un peu légers, quelques ellipses, quelques moments précipités, mais on lui pardonne, on connaît, hein, comme vous savez comment ça marche, hein, l'édition a des mangas au Japon, mais il y a des gros clins d'œil. D'abord, c'est un monde post-apo, donc ça fait un peu penser, pas mal, à un moment, à Blême, à Aposisme, au niveau de la blancheur un petit peu parfois, et puis surtout au niveau du flingue, avec cette espèce de croix au milieu. Bah, clairement, ça marche bien, mais alors, les clins d'œil dans le dernier tome, déjà à la fin du tome 3, à Dragon Ball, avec la tour Karine, avec le bâton magique, avec la transformation en Saiyan. Je vous spoil pas trop, mais je vous jure que les clins d'œil, vous ne pouvez pas ne pas les voir. The Common Breed, c'est un bon titre de SF qui se lit rapidement à moindre budget puisque c'est 4 tomes. Ça fait le travail, ça fait la blague, hein, vraiment. J'ai trouvé ça plutôt agréable, même si je vous le dis, la fin est légèrement précipitée. Bah voilà, ça marche, hein, ça marche réellement. Ouais, mais ouais, suivant. Allez, on enchaîne maintenant avec le manga Route End. J'ai fait l'acquisition d'occasion des 3 premiers tomes à 3 € le tome, donc ça fait plaisir, ça fait la blague. Je les ai lus, qu'est-ce que j'en pense? Bah tout simplement, nous avons Taiji,
notre personnage principal, qui taffe dans une entreprise de nettoyage, oui mais attention, spécialisée dans le nettoyage des cadavres en décomposition. Alors ça se place là, hein. Je peux vous dire que ça calme un petit peu dès le départ. Ayant vécu, lui, petit, le suicide de sa mère, vous comprendrez aisément que chacun des nettoyages qu'il effectue lui sert finalement de catharsis, hein, tout simplement. Donc, l'histoire démarre un petit peu comme ça, vous apprenez, vous découvrez l'équipe de nettoyage, avec des petits moments what the fuck, un peu inutiles je pense, voire complètement inutiles, mais bon, c'est comme ça, vous prenez comme c'est un seinen, c'est pour public averti, c'est une enquête policière avec des meurtres, parce que oui, voilà, depuis quelque temps, le quotidien de notre héros va être bouleversé puisque sévit dans le quartier un mystérieux tueur en série qui en plus laisse systématiquement sur le lieu de son opération, sur le lieu du crime, le mot « end ». En plus de ça, le patron de la boîte a disparu et l'affaire qui paraissait être un petit peu anodine va devenir véritablement une affaire personnelle pour notre personnage principal qui décide de mener l'enquête. Voilà. Voilà un petit peu l'ambiance de Root End. Grosso modo, résumé sur les premiers chapitres du premier volume, vous avez une histoire qui est relativement glauque avec des dessins qui sont peu fournis, presque froids. Ce qui fait que ça marche bien en vérité à l'ambiance. Ça pourrait être dérangeant, d'ailleurs vous voyez les covers, c'est pas la folie du détail, hein, on est d'accord, c'est pas forcément très vendeur. Et ce manga-là, quand il était sorti, je l'avais regardé, je l'avais feuilleté, j'avais pas trouvé forcément les dessins foufou, même si c'est propre, même si c'est bien fait. Mais voilà pourquoi j'avais eu cette impression. L'ambiance est glauque et finalement je pense que c'est un choix artistique, ça fonctionne plutôt pas mal, avec un rythme qui joue un peu avec le lecteur parce qu'il est à la fois rapide à lire le manga, il n'y a pas forcément beaucoup de texte, il n'y a pas forcément beaucoup de narration, et en même temps, il prend le temps de montrer les choses, de montrer les scènes, même sans texte, et donc on prend le temps de regarder, on prend le temps de comprendre, on prend le temps d'analyser et d'avancer, d'évoluer avec l'enquête qui n'avance pas vite non plus. Donc voilà, ça se lit vite, mais ça prend son temps. Ah, c'est pas mal ça, moi j'aime bien. Bonne petite découverte donc au Root End que je vais vous conseiller fortement avec en plus pourquoi pas The Killer Inside, pourquoi pas My Home Hero ou encore bien sûr le mastodonte Gannibal dans une autre mesure, dans un autre registre, mais si vous aimez le genre, ça c'est fait pour vous. On va conclure ce manga vorace avec la lecture découverte d'un titre qui est arrivé dimanche dernier, pendant la vidéo J'achète vos Mangatech. Mangatech de Charlie d'ailleurs, c'était chez Kiyun Latitude. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas à ce format parce que je pensais pas que c'était chez cet éditeur. Je m'attendais pas à un format cartonné. Je m'attendais pas à du grand format style comics comme ça. Unlucky Young Men, tome 1, tome 2. J'ai eu la chance de trouver les deux ensemble parce qu'ils ne sont pas si rares à trouver à l'unité. Mais les deux ensemble avec le même vendeur, c'est pas si simple, à un prix correct du moins, avec du papier glacé et de très très bons dessins à l'intérieur. On retrouve vraiment ce style façon Empire Psycho. Que dire, ça va nous parler des années 60. Et déjà, moi ce que j'aime bien dans les mangas, c'est quand vous avez l'environnement, le trait, l'ambiance qui correspond un petit peu à l'époque. Par exemple, la super édition de Lone Wolf Fun Club avec un papier gros format, gros pavé comme ça et le trait, je trouve que ça marche très très bien. Là, je trouve que les années 60 avec du papier glacé, je tique un peu, mais c'est vraiment un goût personnel et bon, allez, je chipote quoi, hein, je chipote. Donc nous voilà replacés pendant les années 60 à un croisement de la société japonaise, puisque cette dernière finalement cicatrise un petit peu du passé, hein, des douleurs du passé, notamment de la guerre, des bombes, et l'ouverture vers un Japon moderne. Et vous avez en plein milieu comme ça des jeunes hommes, une jeunesse qui des fois s'éparpille un petit peu et qui essaye de devenir, qui fait avec ce qu'il y a eu, qu'elle n'accepte pas, et la lourdeur du vécu, elle doit bien assumer, elle doit bien faire avec, elle doit bien vivre avec les sentiments et les ressentis de toute cette période, et les colères et les peines souvent, et cette envie aussi d'aller vers l'avant, parce qu'on sent qu'il y a une dynamique, on sent qu'il y a quelque chose qui s'installe, et vous avez tout au long du manga des clins d'œil avec des faits de la société au Japon, et même des faits mondiaux qui se passent comme ça, qui vous interpellent au gré des news, la radio, la télé, les discussions entre les différents personnages. Donc vous avez vraiment l'impression d'être dans l'époque et que nos héros là sont des témoins en fait de cette époque, vous les accompagnez véritablement. Unlucky Young Men, c'est quoi en vérité? C'est une espèce d'amalgame entre la vie de nos personnages principaux
et l'idée, le rêve de l'un d'entre eux de réaliser un film. Il a écrit son scénario, il veut le tourner, ça s'appelle Unlucky Young Men, à l'intérieur duquel il réalise un cast pour gagner, pour récupérer de l'argent en fait tout simplement, et puis pour pouvoir sûrement vivre leur rêve. Et donc il y a un mélange comme ça entre le scénario du film et la réalité de l'histoire, puisque c'est aussi ce qu'ils veulent faire. Ça s'embrouille comme ça, des fois vous êtes un petit peu perdu dans les chapitres, vous savez plus si c'est du domaine du film ou du domaine vraiment de l'histoire. C'est plutôt sympa parce que je pense c'est volontaire de la part des auteurs, ils ont envie de vous embrouiller un petit peu comme ça, de mélanger un petit peu les codes, et vous avez pas mal de références cinématographiques, pas mal de références musicales également, avec cette petite ambiance piano-bar, ce milieu de la nuit qui s'installe progressivement, je veux dire avec un dessin très fin qui marche plutôt pas mal, avec des attitudes, des tenues vestimentaires qui sont bien d'époque. Donc là pour le coup on marche bien, le manga globalement est plutôt bon, ça s'appelle Unlucky Young Men, donc à l'instar de titres un peu comme Poison quotidien par exemple, vous voyez, vous êtes dans la société où on l'a fait, vous avez une espèce de dégringolade progressive comme ça, j'en dis pas plus. Le format, le dessin plus le scénario matchent bien, donc oui. Voilà, c'est la fin de ce manga voyage, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour une nouvelle vidéo. D'ici là, lisez plein de mangas et en attendant je vous dis... Manga